Dans la première partie de cet épisode, nous avons pris de la hauteur sur le thème de l'évaluation avec Olivier Rétoré, expert en analyse de cycle de vie et évaluation environnementale à l'ADEME. Nous avons notamment éclairci les notions de méthodologie, de méthode et d'outils, et avons croisé les enjeux du changement climatique avec d'autres enjeux environnementaux cruciaux, comme l'artificialisation des sols, le déclin de la biodiversité, la pollution, le stress hydrique, etc. Après cette exploration plus large, nous allons nous concentrer dans cette deuxième partie sur le choix de l'outil dans l'évaluation de ces émissions de gaz à effet de serre. L'Association pour la transition bas carbone, autrement appelée ABC, est une association d'intérêt général à but non lucratif à qui l'ADEME a confié la méthode bilan carbone depuis 2011. Cette démarche de comptabilisation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre est la plus utilisée en France. Nous allons voir avec Quentin Guignard, responsable du pôle méthodologie à l'ABC, quels sont les critères et points d'attention à avoir en tête lors du choix de son outil de comptabilité carbone. Bonne écoute! Alors, donc bonjour Quentin, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Bonjour à tous, bonjour Suzy. Je suis ingénieur écologue, spécialiste originellement en écologie urbaine, et je travaille pour l'Association pour la transition bas carbone depuis 2014. Donc historiquement, l'Association bas carbone, l'ABC. Voilà, j'ai fait beaucoup de bilans carbone, évidemment, la partie plutôt rédaction de la méthodologie, maintenance des outils, discussion avec la communauté, réflexion sur son évolution, évidemment. Et aujourd'hui, j'ai la chance de diriger le pôle méthodologie pour cette association, qui traite en réalité de tous les enjeux de la transition bas carbone pour tous les types d'acteurs, puisqu'on couvre les entreprises, les citoyens, les collectivités, les territoires, on interagit avec l'ADEME, avec le ministère, bref, beaucoup de choses à faire, et c'est très bien parce qu'il y a urgence. Effectivement. Alors justement aujourd'hui donc vous portez donc entre autres la méthode bilan carbone parce qu'effectivement on a entendu là que vous avez beaucoup d'autres activités aussi et vous êtes reconnu pour votre capacité à évaluer le sérieux d'un outil, notamment grâce à votre système d'évaluation de la qualité et de la conformité d'un outil à cette méthode bilan carbone qui est donc une certification ABC conforme. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de ça? Bien sûr. Alors, c'est pas si récent que ça, dans le sens où depuis 2014, l'ABC propose à ceux qui le souhaitent un processus de vérification par un tiers indépendant de la qualité des outils de bilan carbone, de comptabilité carbone même, je dirais, de manière générale. Historiquement, on a commencé par surtout des outils que j'appellerais des outils internes, c'est-à-dire des grosses entreprises qui ont développé une calculette pour avoir une idée de, par exemple, voilà, on construit un chemin de fer, on répond à un appel d'offres, il faut expliquer les émissions générées par le projet. Voilà, on a fait une calculette un peu spécifique pour ça. Donc c'était pas des bilans carbone dans le sens bilan carbone organisation comme on l'entend aujourd'hui. C'est vraiment plus des outils faits pour des missions un peu spécifiques. Et surtout, penser vraiment en interne, c'est-à-dire sans l'apport forcément d'un consultant externe, d'un expert du sujet. C'est-à-dire que c'est des outils qui seront utilisés par des gens qui a priori ne connaissent pas plus que ça la comptabilité carbone. Donc on a commencé par ce genre d'outil-là. On avait quand même dès 2014 un outil que j'appellerais un outil logiciel généraliste, mais on pourra y revenir. Ensuite, on a relancé finalement ce process avec la nouvelle méthode 8 du bilan carbone. On a adapté le référentiel, on a relancé un petit peu la communication autour de ces enjeux, et on a d'autres outils qui sont arrivés. Donc d'abord des outils sectoriels, cette fois donc pas par des grandes entreprises, mais par des fédérations entières qui s'étaient rassemblées pour travailler sur le sujet, qui en général, en parallèle d'ailleurs de la rédaction d'un guide sectoriel avec l'ADEME, ont créé des outils et nous ont demandé de vérifier alors différentes choses. C'était pas toujours est-ce que l'outil est vraiment capable de faire un bilan carbone, mais c'était plutôt est-ce qu'on était quand même dans des chiffres raisonnables, est-ce qu'on utilisait les bons facteurs d'émission, est-ce que l'outil permettait d'obtenir à la fin un plan d'action un peu pertinent. Et donc on a fait un peu évoluer le référentiel pour couvrir à la fois des outils qui traitent plutôt des projets, à la fois des outils qui traitent plutôt des produits. Bref, il y a eu évidemment une adaptation aux demandes. Et puis
plus récemment encore, je dirais qu'on est en plein dans la vague des outils de type SaaS, plateforme web, logiciels, etc., qui eux sont plutôt des outils que je qualifierais de généralistes, c'est-à-dire qui font réellement un bilan carbone. Enfin, en tout cas, ils essayent. Et donc nous, notre ambition sur ces outils-là, c'est vraiment de les accompagner en réalité. C'est-à-dire que on a cette expérience puisque on porte le bilan carbone depuis 2011. On est tout à fait capable de leur donner des conseils sur ce qu'il faut adapter dans leur solution pour telle ou telle cible. Certains visent plutôt les PME, d'autres c'est plutôt les grandes entreprises de tel secteur. Enfin voilà. Et puis on a toujours ce tiers indépendant qui est toujours là, qui permet aussi de fournir un regard peut-être plus critique sur voilà l'adéquation de l'outil avec ces fameux objectifs. Est-ce qu'on fait réellement un bilan carbone? Est-ce que on est plutôt sur un exercice plus limité ou plus large parfois aussi? Et donc effectivement, on en propose de plus en plus d'ailleurs. Je tiens à signaler que ce process est en flux tendu depuis maintenant 2 ans avec l'année dernière on a dû faire une dizaine d'outils, cette année on en est plus sur une trentaine et l'année prochaine est déjà complètement remplie. Donc pour vous donner une idée de à quel point est-ce qu'on est sollicité. Donc finalement notre rôle dans ce processus c'est de fournir un référentiel qui est public, qui est partagé sur notre médiathèque, tout le monde y a accès, de finalement entamer la réflexion avec l'éditeur de logiciels. On fait un partenariat avec avec l'éditeur. On n'est pas du tout dans une relation purement business. Nous, notre objectif, c'est d'accompagner et d'améliorer. Donc, on fait un partenariat, on fait une première découverte de l'outil ensemble. On discute en fait si il est pertinent de parler de bilan carbone ou pas avec l'éditeur. Et ensuite, on met en relation avec le fameux auditeur tiers indépendant, qui lui est un expert bilan carbone, ça c'est évident, mais aussi un spécialiste du domaine que l'outil est censé traiter. Donc sur des outils plutôt sur la partie informatique, on va essayer de chercher quelqu'un qui a fait des ACV, de systèmes informatiques, etc. Sur des outils qui font plutôt de la matière première, on va chercher un spécialiste ACV, de matière première, de différents flux, etc. Donc on cherche finalement dans l'auditeur tiers indépendant une compétence qu'on n'a pas vraiment à l'ABC, puisque nous, on va être les garants de la méthode bilan carbone. L'auditeur tiers indépendant va être le garant de l'adéquation de l'outil avec son secteur cible. Et c'est vraiment la complémentarité des deux qui fait qu'à la fin, on obtient un résultat. Alors, oui ou non, l'outil est conforme à la méthode bilan carbone, mais c'est pas que ça. C'est aussi tout un référentiel avec toutes les questions qui ont été traitées et des pistes d'amélioration qui sont fournies à l'éditeur. Donc aujourd'hui, un éditeur de logiciel qui passe cette mise en conformité, il a le résultat, il a, s'il est bon, la reconnaissance, mais il a aussi toutes les pistes d'amélioration qu'on peut lui fournir. Donc je pense que c'est une expérience, étant donné que ça fait maintenant quelques années qu'on le fait, on voit bien qu'il y a un vrai intérêt pour passer ça, au-delà même de la reconnaissance, qui est toujours intéressante, mais qui n'est pas forcément nécessaire pour le déploiement de ces outils. Par contre, avoir un regard extérieur et avoir littéralement une liste de courses de tout ce qu'il faut faire pour s'améliorer, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très demandé. Ouais. Je pense que côté de nos adhérents, c'est aussi très demandé parce que c'est le rôle finalement de l'ABC, de fournir une information claire sur ce qui marche et ce qui marche pas en termes de transition bas carbone finalement. Donc aujourd'hui, on a une réponse un peu oui ou non. Est-ce que tel outil fait partie de la sphère bilan carbone ou pas? On aimerait bien quelque chose d'un peu plus granulaire. C'est en cours de réflexion, je dirais, pour qu'on puisse vraiment aller au-delà de ce oui/non et fournir des indications sur, tel outil est plutôt bon dans tel ou tel cas. Est-ce qu'il est meilleur que les autres? Est-ce qu'il est L'idée n'est pas non plus de trop mettre les outils en concurrence les uns les autres, mais on sait qu'aujourd'hui c'est un secteur qui fourmille. Il y en a peut-être
Il y en a beaucoup. beaucoup, ouais. Ça génère, je crois, pas mal d'inquiétudes et d'interrogations, en tout cas côté entreprise, en tout cas côté client en quelque sorte. Donc il y a vraiment cette question de être un intermédiaire de confiance, être garant de la qualité. Qualité d'ailleurs dont je profite de mentionner que cette reconnaissance de conformité est valable sur un temps donné. C'est-à-dire qu'un outil qu'il a eu une année, 3 ans plus tard, s'il ne renouvelle pas, s'il ne repasse pas Oui. un audit, il la perd. Et on considère Mhm. aussi d'ailleurs qu'un outil qui subit une mise à jour drastique, je dirais, qui change de format, qui évolue très très fortement pendant la durée de la conformité, remet en cause cette dernière. Donc voilà, je tiens aussi à rassurer sur le... Parce que c'est des outils qui évoluent extrêmement vite. Tous les 6 mois, il Oui. peut y avoir une refonte totale de l'interface, des méthodes de calcul, etc. Donc nous, on est sur un équilibre entre être constamment en train de les auditer, ce qui n'est pas possible, et finalement donner une reconnaissance qui serait trop longue et qui du coup induirait en erreur l'utilisateur final. Mhm. Donc on s'est dit 3 ans, c'est bien, avec ce garde-fou qui est si jamais il y a une grosse mise à jour, bon, il faut refaire un audit complet, partiel, ça se négocie évidemment un peu au cas par cas, mais on est vraiment sur cet objectif. Oui, justement, on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail de ce que sont les caractéristiques indispensables qu'un outil devrait avoir, et après on verra à quoi il faut faire attention, quels peuvent être au contraire les indices qui doivent alerter et ce qui doit surtout pas, ce qu'on doit surtout pas faire en fait quand on a un outil. Donc commençons déjà effectivement par les caractéristiques indispensables. Alors qu'est-ce qu'un outil devrait vraiment avoir pour être un bon outil? Là, c'est pareil, je vais partir du principe qu'on parle d'outils que je qualifierais d'évoluer, plutôt des outils logiciels, plutôt des choses un peu construites, quoi. On n'est plus sur une page Excel faite sur un coin de table avec 20 facteurs d'émission. Bon, dans ce cadre-là, je pense que un outil, je dirais au minimum, il doit savoir faire 4 choses. D'abord, il y a une question de la collecte de vos données d'activité. Donc, les meilleures plateformes, ou en tout cas celles qui sont les plus à la pointe sans doute, savent aller se connecter directement à vos systèmes d'information, avec ce que ça comporte d'adaptation, de personnalisation, potentiellement de risques, parce qu'on parle de données qui peuvent être des données sensibles. Donc voilà, ça c'est à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, les meilleurs arrivent à faire ça, ce qui fait qu'il y a une bonne partie de vos données qui sont collectées plus ou moins automatiquement. Tout dépend de votre système d'information. Ensuite, il y a forcément des données que vous allez devoir collecter, je dirais, à la main. Mais c'est pas forcément que dans les mains du chargé de mission. Dans le sens où on s'est rendu compte que une seule personne qui collecte toutes les données de l'entreprise, en général, ça lui prend une année et il en peut plus. Et donc, en gros, le plan d'action après, c'est fini parce qu'en fait, on a épuisé toute la ressource énergétique possible. Donc, l'intérêt de ces outils, notamment des plateformes collaboratives, hein, c'est que finalement, plusieurs collaborateurs peuvent arriver en même temps pour remplir les données qui les concernent. Et ça facilite grandement les choses. Donc encore une fois, dans une optique d'outils qui facilite, je dirais qu'un recueil des données simple, collaboratif, un petit peu automatisé pour les choses qui sont vraiment basiques, dans ce cas-là, très bien. Attention cependant, la difficulté pour moi, elle n'est pas dans la collecte en tant que telle, parce qu'on finit toujours par avoir une donnée. On peut même faire des estimations, on peut faire des stats, on peut faire plein de choses. Le problème, c'est la justification et la transparence de ces données. Et donc, certains outils, malheureusement, vont un peu vite. D'autres permettent de vraiment mettre des pièces jointes, assurer je dirais l'enregistrement de qui a rempli quoi. Voilà. Et ça, c'est important. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est ce qui se met en face de ces données d'activité, c'est-à-dire les facteurs d'émission. Bon, je vais être assez franc, un bon outil dispose de ses propres facteurs d'émission. Si vous devez apporter vos facteurs d'émission, concrètement, l'outil, il loupe un truc. Bon. Alors, la base des facteurs d'émission qui est dans cet outil, elle doit être évidemment transparente, parce que si l'outil se contente de vous dire faites-moi confiance, tout ira bien, c'est pas bon signe. Donc cette base, elle doit être transparente sur sa qualité, c'est-à-dire comment sont calculés les facteurs d'émission, et puis surtout sur, je dirais, son origine. Est-ce que c'est des facteurs d'émission plutôt faits par le privé? Est-ce que c'est des facteurs d'émission plutôt faits par le public, revus par des pairs?
validé par le GIEC, par des experts, etc., etc. Bref, il y a plein de façons de faire en sorte qu'un facteur d'émission soit valide pour l'emploi qu'on veut en faire. Donc classiquement en France, on a évidemment la base empreinte et l'ADEME, qui est une ressource, je dirais, d'exception. À l'international, c'est beaucoup plus compliqué. Donc attention vraiment sur ce point-là. Troisième point, le calcul. Alors le calcul, il est très facile. C'est une multiplication et une addition. On pourrait parler un petit peu des incertitudes, parce que là, les calculs d'incertitude sont un petit peu plus complexes. Mais bon, sur Excel, on y arrive. Donc a priori, sur un logiciel, ça devrait aller aussi. Le souci du calcul, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite et il faut pouvoir remonter. Donc, vous obtenez votre résultat global, votre fameux histogramme avec les grands postes, si possible les niveaux d'incertitude pour chacun, etc. Bon, très bien. Et après, vous allez avoir envie de faire des zooms. Donc, je dirais qu'un outil doit être capable d'aller un peu en profondeur, de pouvoir dire, ben voilà, sur le poste des déplacements, par exemple, est-ce que c'est les déplacements des visiteurs ou est-ce que c'est les déplacements domicile-travail, par exemple, faire un peu cette différence-là. Si l'outil ne se contente de vous afficher des résultats consolidés et que vous ne pouvez pas rentrer dans le détail, c'est un problème parce que pour votre plan d'action derrière, bah, vous allez être très limité en termes d'interprétation des résultats. Et enfin, une quatrième chose, donc on a parlé des données d'activité, on a parlé des facteurs d'émission, on a parlé du résultat qui doit être bien foutu. Le quatrième chose, enfin la quatrième partie finalement d'un bon outil, ou en tout cas d'un outil idéal, c'est la partie plan de transition, finalement. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Ce plan de transition, alors l'outil n'est pas obligé de vous le fournir tel quel. Moi, j'ai même plutôt tendance à dire qu'un bon outil vous accompagne dans sa création, mais évidemment ne vous impose pas ce qu'il faut que vous fassiez, parce que chacun doit trouver sa propre solution. Cependant, l'outil vous amène sur déjà les pistes d'action qui sont pertinentes au regard de votre profil, et puis met en relation vos objectifs, ce que vous commencez à remplir en termes d'action, avec les différents grands enjeux. Que ce soit des enjeux accord de Paris, des enjeux stratégie nationale bas carbone ou des enjeux sectoriels. Vous êtes dans le secteur du BTP, votre fédération s'est engagée à faire ça. Est-ce que ce que vous allez faire à l'échelle de votre entreprise est compatible ou pas? Ça, je dirais que c'est important pour un outil d'avoir au moins une partie qui traite de ce genre de choses-là. Parce que, encore une fois, c'est l'objectif de l'outil. Si on s'arrête à l'histogramme des émissions, on est quand même passé à côté de quelque chose. Alors pour revenir peut-être justement sur le choix de l'outil, on a déjà un peu parlé du fait de faire attention à la manière de communiquer, de faire attention aussi à la transparence des données. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut vraiment faire attention et qui peuvent être des indices pour se dire non, il faut surtout pas que j'y aille avec cet outil-là enfin voilà, certains détails, peut-être certaines choses qui seraient à faire attention avant de choisir son outil? Alors c'est difficile, d'autant plus que, encore une fois, les outils d'aujourd'hui, les plateformes web, les logiciels évoluent à une vitesse extrême, et notamment quand la communauté leur fait remonter un problème, en général, ils le traitent très vite. Alors parfois, ils le traitent mal, mais bon, je peux pas leur retirer cette puissance d'adaptation et d'amélioration qu'ils arrivent à avoir, en tout cas aujourd'hui. Alors, moi, les points d'attention, je pense, assez fondamentaux. D'abord, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui que je vois sur le marché qui vous parlent d'autonomie, en vous disant, nous, on vous donne un outil, mais en fait, c'est super facile, c'est super simple, vous allez voir, vous allez vous débrouiller tout seul. En général, si jamais vous avez besoin d'une aide, cette aide, évidemment, est payante, et c'est le business model, quoi, hein, c'est souvent là-dessus, d'ailleurs, que l'essentiel de la marche se fait. Bon, je préfère le dire assez clairement ici, une formation d'1 heure sur le sujet n'est pas suffisante. Je dirais même une formation d'une demi-journée, si l'outil couvre l'entièreté des postes et la partie plan d'action, c'est sans doute pas suffisant non plus. Historiquement, hein, la formation bilan carbone, c'est 2 jours entiers de présentiel pour ne serait-ce que comprendre
les enjeux et manipuler correctement le tableur Excel. Donc je comprends bien que les nouveaux outils sont un peu plus ergonomiques, je comprends bien que les enjeux aujourd'hui, on a peut-être moins besoin de les expliquer parce que les personnes, enfin globalement, la population est quand même un peu plus renseignée sur ces sujets, donc on peut accélérer un petit peu. Mais voilà, faites attention à ces outils qui vous disent en 2 heures de visioconférence, vous aurez tout compris. Euh, en général, vous les recontactez ensuite, et ça, par contre, c'est hors forfait entre guillemets, et ça, c'est un effet boule de neige. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le niveau de simplicité, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'un outil se vend comme étant presque automatique. Il y a des outils de comptabilité carbone, notamment pour le territoire, pour les enjeux territoriaux, qui ne nécessitent que quelques informations, ce qui fait qu'on a l'impression qu'en 2-3 clics, ça y est, paf, on a un résultat. Bon. Je préfère dire que pour les entreprises, ça n'existe pas. L'outil peut aller collecter toutes les données automatiquement qu'il veut. Si à la fin, vous avez juste besoin d'appuyer sur 3 boutons pour obtenir un histogramme, c'est qu'il y a un moment donné, quelque chose ne se passe pas bien. Ça se passe pas bien au moment de la collecte des données parce que vous n'avez peut-être pas donné les bonnes données. Ça se passe pas bien parce que vous n'avez peut-être pas correctement réfléchi à comment définir votre périmètre et que l'outil a fait ça tout seul, mais en fait, c'est pas forcément à lui de le faire. Il vaut mieux que ce soit à vous de décider. Et puis surtout, ça va mal se passer au moment du plan d'action parce que comme vous ne savez pas d'où viennent les informations, vous pouvez peut-être même essayer de remonter un peu à la source. Si c'est des factures, si c'est des relevés de je ne sais quoi, automatisés, etc., vous avez beaucoup de mal à savoir exactement comment aller agir derrière. Donc, je préfère le dire haut et fort, un bilan en 3 clics, ça n'existe pas. Et attention à tous ces outils qui vous disent on va prendre vos factures et vous allez voir, ça va bien se passer. Non, c'est clairement, ça va mal se passer. Vous allez avoir un truc qui va s'appeler bilan gaz à effet de serre et vous ne saurez rien en faire. Donc, c'est un problème. Je préfère aussi alerter sur un certain nombre de solutions que je vois apparaître qui tirent leur force, entre guillemets, du fait que toute la chaîne de valeur utilise le même outil. Il y a un enjeu, c'est vrai, de transmission des données facilitée, parce que comme tout le monde est sur la même plateforme, bon, bah, on partage les choses. Je pense que c'est un peu idéaliste de penser comme ça, parce qu'il y a quand même des données sensibles, il y a des choses que peut-être on ne veut pas partager, même avec un client ou un fournisseur. Voilà. Donc, penser qu'utiliser le même outil sur toute la chaîne de valeur, ça simplifie les choses, c'est relatif. Et ensuite, attention au fait que si demain vous voulez changer d'outil, parce que vous changez de contexte, parce que votre entreprise a grossi, parce qu'il vous faut une autre solution plus adaptée, etc. Et que là, vous vous rendez compte qu'en fait, il est impossible d'extraire les données. Il est impossible de changer d'outil, tout simplement parce que tous vos autres parties prenantes sont sur ce même outil et que donc du coup, vous êtes coincé. Voilà, moi j'aime peu, pour ne pas dire pas du tout, les solutions qui en fait vous restreignent. Je préfère largement des choses. Et d'ailleurs, ça passe aussi par la transparence de l'outil. Moi, les outils qui sont, par exemple, en open source et qui n'ont pas, entre guillemets, peur de diffuser leur code et de le montrer à tous les développeurs et les codeurs qui voudraient bien aller le lire, je pense que c'est clairement un point positif, à la différence de ces outils boîte noire où en fait on ne sait pas du tout comment ils fonctionnent. Voilà, où là on a forcément un doute à un moment donné, même s'ils nous affichent des choses. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça, c'est une question de confiance aussi. Et puis je terminerai peut-être sur les alertes en disant, parce qu'on est entre l'ABC et la PCC finalement, on a un rôle d'animation et de synergie au sein de nos communautés, et donc des outils qui ne jouent pas le jeu du commun, qui ne diffusent pas leurs statistiques par exemple, qui sont très 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 secrets sur comment est-ce qu'ils ont développé tel ou tel module. Ça, déjà, ça n'inspire pas la confiance. Et deux, je trouve que c'est un problème de principe. La comptabilité carbone, c'est toujours faite et a toujours grandi
grâce aux synergies et à sa communauté qui a continuellement fait en sorte que ça s'améliore. Si on se dit que demain, la comptabilité carbone devient l'apanage de quelques acteurs qui décident pour tout le monde, alors je pense qu'on n'ira pas très loin. Et notamment, on n'atteindra pas ce fameux paradis du multicritère, si je me permets cette expression, parce qu'à ce moment-là, évidemment, on rentre dans des intérêts qui sont sans doute un peu plus privés, un petit peu plus pécuniers, et chacun ira faire un peu ce qu'il veut. Bref, les outils qui ne partagent rien, qui ne font pas partie de l'effort collaboratif, j'aurais tendance à m'en méfier. Maintenant, attention aussi, chaque outil vous dira qu'il a mis, qu'il a partagé, qu'il a fait des choses. Donc, renseignez-vous, prenez contact avec l'ABC, avec la PCC. Vous allez vite avoir l'information de qui est adhérent, qui a participé au groupe de travail, etc., etc. C'est pas vraiment secret. Oui, tout à fait. Non, nous, on est plutôt dans l'ouverture. Super. Bon, on a fait un très bon tour de la question, je pense. Merci beaucoup, Quentin, pour cet éclairage. Merci, Suzy. Et voilà, on va en rester là pour cet épisode. À très bientôt. C'est la fin de ce deuxième épisode consacré au choix des méthodologies et des outils pour démarrer votre parcours de transition bas carbone. J'espère que les conseils de nos deux experts vous auront permis de trouver les clés pour vous y retrouver parmi les multiples solutions existantes et vous aideront à faire des choix éclairés. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous invite à lire la note de l'APCC, se poser les bonnes questions pour choisir son outil de comptabilité carbone, ainsi qu'à consulter la liste des outils conformes au bilan carbone qui se trouve sur le site de l'Association pour la transition bas carbone. Vous trouverez les liens en description de ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3 de cette série consacrée aux risques et opportunités de la transition pour son organisation. À bientôt!